Tu n'as jamais été rien pour moi. » Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre le 15 septembre à 14h37 dans mon salon de la rue Montorgueil à Paris. J'avais consacré 47 années de ma vie à bâtir une entreprise prospère dans le textile à Lyon, investi chaque sou gagné, chaque heure passée à développer mes équipes et à récompenser mes employés fidèles. Et pourtant, mes enfants assis devant moi sur le fauteuil en cuir crème semblaient ne voir que le coffre-fort que je gardais, précieusement au 3e étage de mon appartement surplombant le marché de la rue Saint-Denis. Ils souriaient en coin, chuchotaient entre eux, et mon cœur se serrait à chaque éclat de rire alors que je leur annonçais que nous devions finaliser le testament familial en présence de Maître Lefebvre à 15h dans son étude notariale du 12e arrondissement. Tout était prêt, les documents légaux, les copies certifiées témoins, et même la caméra de surveillance que j'avais placée dans le couloir pour enregistrer chaque mouvement, chaque mot, chaque regard. Ce que je ne savais pas, c'était que ce moment allait révéler des vérités que je n'avais jamais imaginées et que chaque seconde qui passait avant l'ouverture du testament allait transformer ma vie et celle de mes enfants à jamais. Je pouvais sentir l'odeur âcre du cuir des fauteuils mélangée à celle du café fraîchement moulu que j'avais fait moi-même à 14h15, un petit rituel quotidien qui m'apportait calme et clarté alors que je sentais leurs yeux avides et impatients sur moi là. Montre Cartier de mon poignet droit indiquait 14h39 et chaque tic-tac résonnait comme un rappel cruel du temps qui s'égrène inexorablement. « Alors, maman, qu'est-ce qu'on va recevoir cette fois ?» demanda Julien, 43, en un ton sarcastique, en croisant les bras sur sa poitrine, tandis que Sophie, 38, en souriait d'un air entendu en jouant avec son collier en or massif qu'elle avait reçu pour ses 35 ans. Rien n'aurait pu me préparer à ce moment précis où je réalisais que l'amour que j'avais donné pendant des décennies n'était perçu que comme un ticket pour l'héritage. Je me suis levé lentement, ressentant le poids de mes 75 ans dans mes jambes, chaque mouvement calculé pour montrer dignité et contrôle, tout en me rapprochant de la table où le testament reposait scellé. Je me suis souvenu de mes débuts à Lyon en 1978, la première boutique rue de la République, le prêt de 50 000 francs que j'avais obtenu après 3 refus des banques, le stress des nuits blanches à vérifier chaque facture, chaque commande, chaque livraison est là. Promesse silencieuse que jamais l'argent ne corromprait mon intégrité et jamais je ne laisserais mes enfants me voir faiblir. La caméra braquée sur nous enregistrait tout et je savais que plus tard chaque mot prononcé serait une preuve de ce que l'on m'avait fait vivre et surtout de ce que je m'apprêtais à révéler. Le vent soufflait légèrement par la fenêtre ouverte et le bruit des passants sur le pavé résonnait à l'intérieur comme un tambour annonçant le jugement. Je pris une profonde inspiration, sentant le parfum du jasmin que j'avais placé dans un vase à côté du testament, et j'ai murmuré pour moi-même. En 15 minutes, ils découvriront ce que signifie vraiment être fidèle. Mon regard croisa celui de Maître Lefebvre, 62 ans, avocat et notaire chevronné, qui me fit un signe discret d'encouragement. Et à ce moment, j'ai su que le jeu allait commencer, le cœur battant, mais le visage impassible. J'ai placé mes mains sur le testament, senti le papier glacé et les enveloppes dorées scellées, et je me suis tourné vers eux. Si vous avez déjà ressenti la trahison d'un être proche, écrivez-le en commentaire maintenant. Ai-je dit d'une voix calme mais tremblante. La tension était palpable, chaque seconde s'étirait, l'air semblait plus dense et chaque respiration était un rappel que la rétribution allait être inévitable. Julien et Sophie échangèrent un regard, mais aucun ne put deviner ce que j'avais prévu. Ce moment était un tournant et je sentais l'énergie de toutes mes années de travail accumulées prête à se manifester. Je savais que ce qui allait suivre allait choquer tout le monde et que dans moins de 15 minutes la vérité éclaterait. Mais avant de lever le seau et révéler ce que j'avais préparé, je me suis assise lentement sur le fauteuil face à eux, savourant chaque instant de tension et de doute qui flottait dans la pièce. Je pouvais voir la nervosité croissante dans leurs yeux. Le tic-tac incessant de ma montre Cartier résonnait comme un métronome de justice et le parfum de jasmin remplissait la pièce, rappelant que la patience et la fidélité ont toujours leur récompense. Espérez-vous vraiment que vos sourires et vos flatteries vous permettront d'obtenir ce qui ne vous revient pas? Et je murmurais plus pour moi que pour eux. La caméra tournait, les témoins notaient chaque détail, et moi je me préparais à ce que ma vie entière converge. Dans ce moment précis, le vent balayait la rue Montorgueil et à l'extérieur les passants ignoraient que dans ce petit appartement se jouait une leçon de vie qui serait racontée pendant des années sur des chaînes comme Legacy Master, Roxo plus Dorado. Tout était prêt, chaque détail, chaque chiffre, chaque souvenir, chaque injustice allait se transformer en un spectacle de vérité et de justice. Alors que l'horloge marquait 14h55, j'ai senti une montée de puissance calme et contrôlée. Restez avec moi et attendez de voir ce qui va se passer. Ai-je ajouté, regardant directement la caméra et vous engageant à rester attentif car la véritable histoire ne faisait que commencer. Je m'appelle Aparcida. J'ai 75 ans et pendant 47 ans j'ai été à la tête d'une entreprise textile prospère à Lyon. Je me souviens encore du 3 janvier 1978, le premier jour où j'ai signé le bail de ma petite boutique rue de la République, 23 à Lyon, pour 1250 francs par mois, un montant qui représentait toute mon économie de 3 ans accumulée sur des travaux de couture et des ventes informelles de tissus au marché locaux. Chaque matin, je me levais à 5h30, le froid glacial de janvier mordant mai
Alors que je préparais les commandes et vérifiais les stocks, je travaillais jusqu'à 22 heures, souvent seul sauf quelques employés fidèles que j'avais recrutés pour leur sérieux et leur loyauté. Je me souviens de Pauline, 32 ans aujourd'hui, qui avait commencé à travailler pour moi à 18 ans et qui est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui. J'avais économisé exactement 47 562 $ et 83 cents pour financer l'achat de machines industrielles italiennes à Turin en 1985. Chaque centime avait été gagné à la sueur de mon front et chaque dépense avait été calculée avec précision pour assurer la pérennité de l'entreprise et le bien-être de mes employés. Je n'ai jamais été égoïste, mais j'ai toujours été exigeant car je savais que la discipline et l'intégrité étaient les seuls moyens de réussir dans un monde qui ne fait pas de cadeau à une femme seule âgée de 28 ans dans un secteur dominé par les hommes. Mes enfants Julien et Sophie sont nés dans les années où je travaillais sans relâche. 1978 et 1982. Julien est arrivé un matin de février avec le vent glacial soufflant sur Lyon et Sophie 3 ans plus tard avec la neige recouvrant les toits de la rue Saint-Clair. Chaque naissance a été un miracle, mais également un engagement silencieux. Je voulais leur offrir un avenir meilleur même si cela signifiait sacrifier mes propres rêves et mon repos chaque été. J'économisais méticuleusement pour les emmenés au bord de la mer Méditerranée à Nice ou à Marseille et chaque Noël, je me dépensais pour leur offrir des cadeaux dont j'avais rêvé. Petite moi-même, j'avais grandi dans un appartement modeste rue de la Croix-Rousse à Lyon où chaque franc était compté et chaque échec était un coup dur. Pourtant, malgré tout cet investissement affectif et financier, les premiers signes d'ingratitude sont apparus. Il y a 10 ans, Julien a commencé à arriver à l'heure du déjeuner en remarquant subtilement le contenu du réfrigérateur et Sophie a commenté les décorations et bijoux en passant un regard intéressé sur mes collections d'or et de diamants hérités de mon père. Chaque sourire, chaque geste semblait calculé pour obtenir un bénéfice matériel plutôt qu'un moment de partage. Les appels téléphoniques se faisaient rares sauf lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose d'urgent et la visite spontanée était devenue inexistante. Je me rappelle d'un après-midi précis le 12 avril 2015 à 16h22 où j'avais organisé un goûter pour mes petits-enfants dans mon appartement à Lyon, 4e arrondissement, les gâteaux encore tièdes et l'odeur de chocolat et de vanille emplissant la pièce et pourtant Julien et Sophie sont arrivés en retard de plus de 45 minutes en faisant semblant de ne pas remarquer le désordre et le manque de leurs excuses. Mon cœur s'était serré mais j'avais souri pour ne pas montrer ma déception. Pauline, fidèle employée, avait remarqué mon malaise et m'avait doucement serré l'épaule en disant « Mademoiselle Aparcida, tout ira bien ». Chaque geste de générosité avait été ignoré ou méprisé, mais jamais je n'avais laissé transparaître mon indignation. Je savais que les véritables valeurs ne se mesurent pas dans l'instant, mais se révèlent à leur juste moment. Chaque sacrifice que j'avais fait était précis et documenté. Je me souvenais du prêt bancaire contracté le 3 mars 1980 pour 250 000 francs pour agrandir la boutique rue de la République. La signature avait eu lieu à 11h45 et le directeur de banque avait noté chaque ligne de mon plan d'affaires. Je ne pouvais pas oublier ces détails car ils symbolisaient la persévérance et le courage face à un monde souvent injuste. Au fil des années, j'ai assisté à des scènes répétitives d'indifférence et de convoitise de mes enfants. Le 20 octobre 2018 à 18h05, Sophie avait exprimé son mécontentement que je ne lui avais pas donné accès au coffre-fort alors qu'elle n'avait jamais manifesté d'intérêt pour l'entreprise ni pour ma vie personnelle. Ce fut un signal clair que l'attente de l'héritage surpassait tout attachement émotionnel. Chaque anniversaire, chaque réussite personnelle de mes enfants semblait moins importante que le montant de mon patrimoine et la perspective d'un héritage futur. Et c'est exactement ce contexte qui rendait le moment du 15 septembre à Paris si crucial après des décennies de dévouement et de sacrifice. J'étais face à eux et j'étais prête à révéler la vérité. Ce qui méritait réellement mon héritage avait préparé chaque détail. Depuis 3 mois, chaque enveloppe, chaque clause, chaque document avait été vérifié et validé par Maître Lefebvre. Le testament ne concernait pas seulement l'argent, mais la reconnaissance de la loyauté, de la fidélité et de l'amour. Veritable. Chaque souvenir précis, chaque chiffre exact, chaque sacrifice personnel se mélangeait dans mon esprit pour préparer le moment où la rétribution prendrait place. Julien et Sophie ne se doutaient pas que chaque geste d'indifférence et chaque mot sarcastique avait été enregistré et que chaque témoin présent allait être témoin de la vérité absolue dans quelques minutes. Alors que je repassais mentalement les dates, les chiffres et les événements, je pouvais sentir l'énergie accumulée de ma vie entière converger dans ce moment précis. La tension était palpable et je savais que ce chapitre de ma vie n'était qu'une préparation pour la tempête qui allait suivre. Espérez-vous vraiment que vos années d'indifférence seront oubliées? Ai-je pensé en silence tout en me préparant à affronter le moment où la vérité éclaterait. Et vous, si vous aviez investi toute votre vie pour des enfants qui ne voient que l'argent, que feriez-vous dans ce moment? Attendez la suite pour découvrir comment chaque détail précis de ma vie se transformera en un puissant levier de justice. Les heures précédant la lecture du testament semblaient s'étirer comme une éternité. Le 15 septembre à 15h02,
Nous étions tous réunis dans le bureau de Maître Lefebvre rue du Faubourg Saint-Antoine. À Paris, les murs couleur crème reflétaient une lumière douce tandis que le parquet en chêne massif grinçait légèrement sous les pas des visiteurs. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Chaque respiration de Julien et de Sophie semblait peser des tonnes et chaque tic-tac de la pendule murale résonnait dans mes oreilles comme un avertissement silencieux. Julien, 43 ans, s'était assis de manière arrogante, les jambes croisées et les bras derrière la tête. Il avait jeté un coup d'œil aux documents scellés plusieurs fois en murmurant à Sophie « Tu crois qu'elle va vraiment nous laisser quelque chose ?» Et Sophie, 38 ans, enjouée mais calculatrice, avait touché le sceau doré du testament avec un sourire qui voulait dire « Tout est pour nous ». Ces gestes, insignifiants pour eux, étaient pour moi des signes clairs de leur mépris et de leur convoitise. Je me suis rappelé de tous les moments où j'avais tenté de les inclure dans ma vie. Julien, refusant de venir dîner le 18 juin 2010 à 20h parce qu'il avait une réunion importante, et Sophie détournant le regard de mes conseils financiers le 22 mars 2014 à 16h30 pour passer un appel important à sa meilleure amie. Chaque geste d'indifférence avait été enregistré dans ma mémoire et noté dans mon carnet personnel daté avec l'heure exacte et le contexte. Chaque sacrifice que j'avais fait avait été ignoré et maintenant je voyais l'arrogance prendre forme devant moi. Les premières humiliations directes commencèrent dès l'ouverture de la porte de l'étude notariale. Pauline, ma fidèle employée, avait apporté les documents et les enveloppes et Sophie fit tomber ses lunettes sur le sol en riant. « Au regard, maman, je crois que même toi tu peux être maladroite, » dit-elle en croisant les bras et en regardant autour pour s'assurer que quelques clients du bureau avaient entendu. Le rouge monta à mes joues, mais je restais calme, assis sur mon fauteuil, observant chaque mouvement, chaque expression. Julien, profitant de la proximité du comptoir en acajou poli, se pencha pour regarder par-dessus mon épaule et murmura « Tu sais, maman, après toutes ces années, je ne pensais pas que tu serais si vieille et fragile. » Il riait à mi-voix, mais je pouvais entendre la moquerie et le mépris clair dans sa voix. La caméra que j'avais installée dans le couloir capturait chaque instant et je savais que cette humiliation serait plus tard une preuve irréfutable. Le point culminant arriva à 15h27 lorsque Sophie, debout près de la fenêtre, croisa les bras et dit à voix haute « Je suppose que tu as encore gardé tout ce que tu possèdes pour tes petits amis et tes employés fous de loyauté. » Le ton sarcastique et les regards complices qu'elle échangeait avec Julien provoquèrent un frisson de colère dans mon corps, mais je restais immobile, sentant chaque muscle se tendre et chaque respiration devenir plus consciente. Je me souviens du moment précis où ma patience atteint sa limite, 15h33 exactement, lorsque Julien, incapable de contenir son arrogance, s'assit sur le bureau de Maître Lefebvre et commença à feuilleter mes dossiers personnels en disant « Voyons voir ce que maman cache depuis tout ce temps. » Je crus que le parquet allait céder sous l'onde de choc de cette audace, mais je restais digne, calmement, avec mon regard fixé sur eux, et mes mains serrant le dossier du testament. Des témoins étaient présents, Maître Lefebvre, Pauline et même 2 clients dans la salle qui avaient demandé à assister par curiosité, et tous observaient la scène. Le bruit du vent dans les arbres à l'extérieur se mêlait au chuchotement de mes enfants qui semblaient croire que chaque geste pouvait m'intimider. Mais je savais que ce moment de tension était la clé. Il fallait qu'ils franchissent cette ligne pour que la rétribution soit pleinement perçue. L'arrogance de mes enfants, leur mépris et leur convoitise cumulative formaient la toile parfaite pour ce qui allait suivre. Chaque humiliation que j'encaissais devenait un catalyseur pour le pouvoir latent que j'avais soigneusement préparé. Je repassais mentalement chaque détail, chaque date. 3 mars 1980, prêt bancaire pour 47 562 $ et 83 cents pour agrandir la boutique rue de la République. 18 juin 2010, dîner ignoré. 22 mars 2014, conseil financier. Dédaigner chaque mot sarcastique. Chaque sourire condescendant était enregistré dans mon esprit et bientôt deviendrait un outil de justice. Chaque goutte de mépris de leur part, chaque rire moqueur, chaque geste arrogant augmentait ma concentration et ma détermination. Et c'est exactement à ce moment-là, 15h45, lorsque Julien se pencha pour ramasser une enveloppe dorée qu'il pensait contenir ses millions, que je ressentis la clarté absolue. La ligne avait été franchie et la patience atteinte. J'ai senti une puissance calme mais implacable se répandre dans mon corps et un plan stratégique se dessiner dans mon esprit. La tempête était prête à éclater et les graines de la justice que j'avais soigneusement plantées allaient enfin germer. Alors que je me redressais, les yeux fixant Julien et Sophie, je me suis murmuré « Le moment de la vérité approche et rien de ce qu'ils ont fait ne restera impuni. Et vous ? Que feriez-vous si vous étiez témoin d'une convoitise flagrante de ce que vous avez aimé toute votre vie? » Attendez le chapitre suivant pour découvrir comment la décision de ne plus accepter cette injustice va changer le cours des événements. Il était exactement 15h48 dans le bureau de Maître Lefebvre rue du Faubourg Saint-Antoine. À Paris, je pouvais sentir les repères remplis de convoitise et d'arrogance. Julien et Sophie riaient encore de mes petits gestes de nervosité. Mais à cet instant précis, quelque chose en moi changea. Je sentis une clarté totale, comme si toutes les années de sacrifice et d'humiliation convergeaient vers une décision inébranlable. Mon esprit était calme et mon cœur brûlait. D'une énergie nouvelle, je compris enfin que je ne pouvais plus tolérer l'ingratitude et l'avidité de mes enfants.
Je me souviens du moment précis 15h50 lorsque j'ai posé mes mains sur la table de bois verni et inspiré profondément l'odeur du jasmin dans le vase à côté du testament, me rappela que la loyauté et la fidélité ont toujours une valeur supérieure à l'argent et au titre. Julien riait encore, mais son rire résonnait maintenant comme un écho vide. Une façade fragile que je pouvais percer en un instant. J'ai senti que le pouvoir latent que j'avais accumulé tout au long de ma vie allait enfin se manifester. Pendant 3 mois, j'avais planifié chaque détail, chaque clause légale, chaque enveloppe scellée, chaque scénario de réaction avait été anticipé avec Maître Lefebvre. Nous avions vérifié chaque numéro de compte, chaque propriété à Lyon, Marseille et Paris, chaque don prévu pour les orphelinats et chaque clause spéciale pour Pauline avait été soigneusement calculée et validée. J'avais préparé une stratégie silencieuse pour montrer à mes enfants ce que signifie réellement la justice et la reconnaissance de l'amour véritable. À 15h53, j'ai senti une montée de calme, un moment de silence avant la tempête intérieure. Les témoins étaient présents. Pauline, Maître Lefebvre et 2 clients dans le bureau observaient chacun de mes mouvements, mais aucun ne pouvait deviner l'ampleur de ce qui allait se passer. Je me suis redressé et chaque muscle de mon corps était tendu, mais sous contrôle. Mon visage était impassible, mais mes yeux brillaient d'une détermination que personne ne pouvait ignorer. Je me suis rappelé des moments clés de ma vie, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque prêt bancaire contracté à Lyon 3 mars 1980 pour 47 562 $ et 83 cents pour agrandir la boutique, chaque dîner raté, chaque conseil ignoré par mes enfants, tout cela formait la base solide sur laquelle j'allais construire ma réponse stratégique. Chaque humiliation avait été une préparation à ce moment où la vérité éclaterait. À 15h55, je me suis tourné vers Julien et Sophie, croisant leurs regards arrogants et confiants. « Vous pensez vraiment que vos années d'indifférence seront oubliées ?» Ai-je murmuré d'une voix calme mais ferme. Les deux se sont figés un instant. Surpris par la fermeté et la profondeur de mon ton, je savais qu'à partir de ce moment, aucune de leurs convoitises ne pourrait me déstabiliser. J'ai senti le poids de 75 années de vie, de travail acharné et de fidélité se transformer en une force stratégique. Je savais exactement ce que je devais faire. Chaque mouvement était calculé pour maximiser l'effet de surprise et la révélation de mon pouvoir. Julien ne savait pas que j'avais vérifié ses comptes, que chaque geste de Sophie avait été noté, que toutes leurs arrogances avaient été documentées et que la lecture du testament allait révéler la vérité à tous les témoins présents. L'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Mon corps était calme et l'énergie circulait partout. Chaque respiration était consciente et chaque tic-tac de la pendule murale semblait résonner avec mon rythme intérieur. Le vent soufflait légèrement par la fenêtre ouverte et le bruit des passants sur le pavé résonnait comme un tambour annonçant le moment de la justice. J'avais atteint le point de virage où la patience avait pris fin et où la puissance allait se révéler. Je me souviens avoir pensé à Pauline et à tous ceux qui avaient été loyaux avec moi pendant toutes ces années. Leur fidélité allait enfin être reconnue et récompensée, tandis que les enfants allaient comprendre ce que signifie vraiment l'ingratitude et la convoitise. La pièce semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si l'univers entier attendait que je fasse le premier geste. À 15h58, je me suis levé, la caméra braquée sur nous tous et j'ai senti la gravité du moment. Chaque témoin pouvait ressentir l'intensité du changement imminent. Maître Lefebvre me regarda avec un mélange de respect et de compréhension silencieuse. Je savais que le moment de révéler le pouvoir caché, la transformation et la justice approchaient et qu'aucune réaction émotionnelle de ma part ne trahirait le plan parfaitement calculé. Alors que le silence envahissait la pièce, je murmurais à moi-même. Il est temps de montrer ce que signifie la loyauté et la fidélité, et je savais que chaque détail que j'avais préparé allait faire basculer la dynamique de pouvoir dans un sens totalement inattendu. Le vent soufflait dans la rue Montorgueil, je sentais que chaque seconde rapprochait la révélation qui changerait tout. Et vous, si vous étiez face à l'ingratitude de ceux que vous avez aimés toute votre vie, sauriez-vous trouver le courage et la stratégie pour transformer l'humiliation en puissance? Attendez le prochain chapitre pour découvrir la révélation de pouvoir qui inversera complètement la situation. À 16h02, dans le bureau de Maître Lefebvre, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris, le silence était total. Chaque respiration, chaque tic-tac de la pendule semblait amplifier l'attente dans un geste lent et mesuré. Je posai la main sur l'enveloppe dorée contenant le testament final. Chaque témoin, chaque employé, chaque client présent retenait son souffle et même Julien et Sophie semblaient figés, incapables de prédire l'ampleur de ce qui allait suivre. Je pris une profonde inspiration et, avec une voix calme et ferme, je déclarai « Mes chers enfants, il est temps de découvrir la vérité sur ce que votre fidélité et votre amour ont réellement mérité. » Leurs sourires arrogants vacillèrent légèrement et leurs regards croisèrent les miens. Une étincelle de doute et de peur commençant à apparaître dans leurs yeux. Le parfum de jasmin flottait toujours dans l'air, mêlé à l'odeur subtile du cuir du bureau. Et chaque détail de la pièce semblait amplifier l'effet de ma présence et de mon autorité. Je commençai à dérouler le testament. Chaque clause soigneusement préparée, chaque nom écrit avec exactitude, chaque ligne faisait référence aux comptes bancaires exacts, aux propriétés à Lyon, Marseille et Paris, aux donations aux orphelinats et surtout à Pauline, mon employé fidèle depuis 32 ans. Chaque mot prononcé faisait trembler la pièce d'une énergie nouvelle, révélant que tout ce que Julien et Sophie avaient espéré obtenir n'était plus pour eux. Julien, Sophie, vous avez passé des années à ignorer mes conseils,
mes sacrifices et mon amour, dis-je en croisant les bras et en laissant mes mots résonner dans la pièce. Mais vous n'avez jamais compris que la véritable richesse ne se mesure pas en argent ou en biens matériels, mais en loyauté, fidélité et dévouement. Ma voix était ferme, mes yeux brillants, et chaque geste calculé pour capturer l'attention de chaque témoin présent. À 16h10, je continuais la lecture en révélant que toutes mes propriétés à Lyon, rue de la République et rue de la Croix-Rousse, ainsi que mes comptes bancaires totalisant exactement 1 247 862 $ et 43 cents, étaient légués à Pauline et aux orphelinats de Lyon et Marseille. Chaque nom était cité, chaque chiffre exact. Et le choc dans les yeux de mes enfants était palpable. Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sophie recula légèrement, son collier en or brillant sous la lumière du bureau commun. Rappel de son arrogance passée. Le plot twist était complet. Maître Lefebvre, témoin silencieux jusqu'ici, hocha la tête en signe d'approbation, tandis que Pauline, les larmes aux yeux, comprenait enfin l'ampleur de la reconnaissance qui lui était accordée. Mais vous ne saviez pas que j'avais également enregistré chaque moment de mépris, chaque mot sarcastique et chaque geste arrogant. Déclarai-je en montrant discrètement la caméra placée dans le couloir. Chaque témoin comprit alors que chaque humiliation subie par moi était documentée et que chaque preuve renforcerait la légitimité de ma décision. Julien tenta de protester. « Mais maman, ce n'est pas juste, » dit-il d'un ton tremblant, la colère et la peur se mélangeant dans sa voix. « Juste ?» répliquai-je calmement. « Ce qui est juste, c'est la reconnaissance de ceux qui ont été loyaux et aimants et non de ceux qui cherchent uniquement à exploiter. Chaque mot que je prononçais était une lame de vérité et chaque silence entre mes phrases faisait résonner la culpabilité et la honte dans leur cœur. » La révélation continua, détaillant chaque donation spécifique aux orphelinats. 125 000 € pour l'orphelinat Sainte-Marie à Lyon, 98 462,43 € pour l'orphelinat Notre-Dame à Marseille, et les contributions mensuelles exactes de 1 250 $ à chaque enfant réside dans ces institutions. Chaque détail exact est soigneusement choisi pour démontrer que la justice pouvait être mesurée, calculée et imposée dans la précision absolue. À 16h25, le choc était total. Julien et Sophie étaient blêmes, incapables de réagir. La pièce semblait vibrer de l'énergie de la justice accomplie. Pauline, fidèle employée, essuyait ses larmes en souriant timidement mais profondément touchée par la reconnaissance et le respect enfin rendu. Maître Lefebvre confirma chaque donation et chaque clause légale, garantissant que rien ne pourrait être contesté et que chaque action était parfaitement documentée et validée. Je sentais la puissance de ce moment couler dans mes veines. La ligne de l'humiliation avait été franchie et la justice était désormais tangible. Les enfants réalisaient enfin que leurs années d'indifférence et de mépris avaient été observées et enregistrées et que chaque geste arrogant avait été un pas de plus vers leur propre humiliation publique. La vérité éclata et tout le monde présent comprit que la loyauté et la fidélité avaient enfin été récompensées. À 16h35, je conclus la lecture du testament en soulignant que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ses biens matériels, mais dans son cœur et sa loyauté. Pauline reçut un regard de gratitude intense et les orphelinats exprimèrent leur reconnaissance immédiate. La dynamique de pouvoir avait changé radicalement et mes enfants comprirent que la vie avait sa propre façon de rendre justice de manière inévitable et implacable. Alors que je refermais l'enveloppe et que le parfum de jasmin flottait toujours dans l'air, je savais que chaque humiliation passée, chaque sacrifice et chaque geste de loyauté avait été pleinement récompensé. Le pouvoir avait été révélé, la justice accomplie et le monde avait été témoin d'un retournement complet de situation. Et vous, si vous avez accumulé des preuves de fidélité et d'injustice pendant des décennies, serez-vous capable de transformer votre humiliation en une victoire spectaculaire? Attendez le chapitre suivant pour voir comment les conséquences immédiates se manifestent et comment la justice se déploie en temps réel. À 16h42, après la lecture complète du testament, l'atmosphère dans le bureau de Maître Lefebvre rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris était électrique. Chaque respiration semblait amplifiée et chaque tic-tac de la pendule résonnait comme un tambour annonçant la rétribution immédiate. Julien et Sophie restaient figés sur leurs chaises, les mains crispées, le visage pâle et les yeux remplis d'un mélange de colère et d'incrédulité. Leurs attentes d'héritage s'étaient écroulées en quelques minutes et l'humiliation publique commençait à se déployer. Je pouvais voir chaque muscle de Julien se tendre à 16h43 lorsqu'il murmura « Mais c'est impossible !» à peine audible pour Sophie, qui se tenait à 38 cm de distance de la table en bois verni, croisant les bras et mordillant nerveusement son collier en or massif qu'elle avait toujours porté comme un symbole de son arrogance. Passé leurs gestes, autrefois confiants, révélaient maintenant la fragilité et le désarroi. Et chaque spectateur présent dans le bureau sentait la puissance de la justice en train de s'accomplir. Maître Lefebvre, d'une voix calme et ferme, confirma chaque détail du testament en lisant à haute voix les donations précises. 125 000 € pour l'orphelinat Sainte-Marie à Lyon, 98 462,43 € pour l'orphelinat Notre-Dame à Marseille, et la totalité de mes comptes bancaires et propriétés légués à Pauline, ma fidèle employée depuis 32 ans. Chaque chiffre exact et chaque clause légale était irréfutable et les documents étaient validés par des témoins officiels,
assurant que rien ne pourrait être contesté. À 16h50, l'effet immédiat de la justice se manifesta lorsque Julien tenta de contester la décision en s'écriant « Mais maman, nous sommes tes enfants !» Et je répondis calmement, les yeux fixant les siens. Loyauté et fidélité surpassent le lien du sang lorsque ce lien est trahi par l'ingratitude et la convoitise. Son visage se crispa, il balbutia un mot puis se tut, réalisant que toutes ces années de mépris avaient été documentées et observées et qu'aucune protestation ne pourrait changer la décision prise. Sophie, à 16h53, baissa les yeux en voyant l'expression de Pauline, les larmes aux yeux. Reconnaissante et fière, la dynamique de pouvoir avait changé radicalement, et elle comprit que l'humiliation et la déception qu'elle ressentait étaient le prix direct de ses actions passées. La salle entière ressentait la transformation de l'équilibre du pouvoir et la justice tangible se manifestait sous nos yeux. À 16h55, je pris un moment pour montrer à Julien et Sophie les enregistrements vidéo discrets placés dans le couloir. Chaque mot sarcastique, chaque sourire moqueur, chaque geste de convoitise était clairement documenté et la tension monta encore d'un cran, leurs visages pâlirent davantage et l'humiliation publique atteignit son paroxysme, renforçant le message que la vérité finit toujours par émerger et que l'injustice ne reste jamais impunie. Le vent soufflait à travers la fenêtre ouverte et le bruit de la rue Montorgueil résonnait avec la gravité du moment. Chaque détail précis de ma vie, chaque sacrifice, chaque nuit blanche et chaque geste de loyauté avait trouvé son accomplissement dans cette rétribution immédiate. Pauline, debout à côté de moi, essuya ses larmes et sourit timidement mais profondément touchée par la reconnaissance et la justice rendue. La puissance de la loyauté et de l'intégrité avait triomphé de l'ingratitude et de l'arrogance. À 17h, les enfants furent confrontés à des conséquences mesurables et précises. Julien perdit immédiatement tout accès aux comptes et propriétés qu'il pensait recevoir et Sophie vit sa prétendue position de privilège se transformer en vide absolu. Les donations aux orphelinats et à Pauline furent confirmées officiellement, garantissant que la justice ne serait pas seulement symbolique mais tangible et irrévocable. Chaque témoin présent comprit l'ampleur de la rétribution et l'impact durable de la décision. La pièce vibrait d'une énergie nouvelle. Les enfants comprirent que leurs années de négligence et de mépris n'étaient plus ignorées et que chaque humiliation subie par moi avait été une préparation à cette justice immédiate. L'effet sur les spectateurs et les témoins était clair et intense. La loyauté et la fidélité avaient enfin triomphé et la convoitise et l'arrogance avaient été sévèrement sanctionnées. À 17h10, je pris un moment pour adresser la parole aux témoins et à Pauline. Voyez-vous maintenant que la patience, la fidélité et le respect portent toujours leurs fruits? La pièce entière sembla retenir son souffle et le parfum de jasmin flottant dans l'air renforçait le sentiment de triomphe et de justice accomplie. Julien et Sophie restaient silencieux, incapables de prononcer un mot, et je savais que ce moment marquerait un tournant permanent dans la perception de la loyauté et du véritable amour. Et vous? Si vous aviez été témoin de l'ingratitude et de la convoitise, sauriez-vous que chaque geste de loyauté finit par être récompensé et que la justice peut se manifester en temps réel? Attendez le dernier chapitre pour découvrir la transformation définitive et la réflexion inspirante qui clôture cette histoire. À 17h20, dans le bureau de Maître Lefebvre rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris, je me sentais à la fois soulagé et empli d'une puissance tranquille. Tout le poids des années d'humiliation, des sacrifices non reconnus et de l'ingratitude accumulée s'était transformé en une énergie pure et positive. La justice venait d'être rendue et je pouvais enfin respirer profondément. Le parfum de jasmin flottait toujours dans l'air, symbole de patience et de loyauté. Récompensée, Pauline, fidèle employée, me regardait avec des yeux brillants de gratitude et de respect et les orphelinats avaient exprimé leur reconnaissance immédiate. Je pris un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, à chaque détail précis que j'avais noté au fil des ans. Chaque date, chaque montant, chaque geste de loyauté ou d'arrogance avait été enregistré dans mon esprit et utilisé pour orchestrer cette rétribution parfaite. Julien et Sophie, mes enfants, comprenaient maintenant la profondeur de leur erreur et la valeur réelle de ce que signifie être fidèle et aimant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent mais d'intégrité, de respect et de reconnaissance, de l'amour véritable. Je me souviens avoir dit doucement à Pauline, à 17h25, « Tu as été fidèle pendant 32 ans et aujourd'hui, tout ce dévouement est enfin reconnu. » Elle éclata en larmes et me serra les mains. Ses doigts tremblants de bonheur et d'émotion, la scène entière semblait vibrer d'une énergie de justice et de transformation. Les enfants restaient silencieux, les yeux baissés, confrontés à la réalité de leur choix et à l'impact durable de leur ingratitude. Cette expérience m'a appris une leçon universelle que je souhaite partager avec tous ceux qui écoutent ou liront cette histoire. L'amour véritable et la loyauté ne peuvent être achetés et l'arrogance et la convoitise sont toujours révélées tôt ou tard. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque geste de bonté sincère porte sa propre récompense. Souvent au moment le plus inattendu, la patience et la stratégie, combinées à la fidélité et à l'intégrité, créent une force que rien ni personne ne peut ignorer. Je me suis tourné vers les enfants et, avec une voix ferme et pleine de compassion, j'ai ajouté que cela vous serve de leçon.
La richesse et le privilège sans cœur ni loyauté ne mènent jamais à la véritable satisfaction. Les larmes montaient dans leurs yeux et je savais qu'ils avaient enfin compris que la véritable valeur d'une personne réside dans son cœur, pas dans ses possessions. À 17h35, je me suis adressé à tous les témoins et spectateurs présents et j'ai dit « Chacun de vous peut tirer une leçon de cette histoire. La loyauté et l'intégrité triomphent toujours de l'ingratitude et de l'arrogance. N'oubliez jamais que ce que vous semez dans le cœur des autres finit toujours par revenir à vous. » Pauline, émue, acquiesça silencieusement tandis que les représentants des orphelinats exprimaient leur gratitude en notant chaque détail des donations et des contributions. Ce moment a marqué ma transformation définitive. Je ne suis plus simplement Aparcida. La femme âgée sous-estimée et ignorée, je suis devenu un symbole de puissance discrète, de justice implacable et de reconnaissance pour ceux qui donnent sans attendre de retour chaque action que j'ai entreprise. Chaque détail noté au fil des ans a contribué à ce retournement de situation et à cette démonstration publique de justice. Je souhaite maintenant m'adresser à vous, spectateurs et auditeurs. Si vous avez vécu l'ingratitude, la trahison ou l'humiliation, sachez que vous avez le pouvoir de transformer votre douleur en force. La clé réside dans la patience, la stratégie et la fidélité à vos valeurs même face à l'injustice. Votre loyauté et votre intégrité finiront par être reconnues. Avant de conclure, je vous invite à vous engager avec cette histoire. Si vous vous êtes reconnu dans cette expérience, laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre propre parcours. Abonnez-vous à Legacy Master, activez le cloche pour ne rien manquer des histoires inspirantes et de justice. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir que l'intégrité et la loyauté finissent toujours par triompher. Et enfin, souvenez-vous que chaque geste de bonté et de fidélité, même ignoré, finit toujours par porter ses fruits. Alors que le vent soufflait doucement dans la rue Montorgueil et que les derniers rayons de soleil illuminaient le bureau, je me sentis complète et en paix. Chaque injustice passée, chaque humiliation, chaque sacrifice avait trouvé leur résolution parfaite dans la loyauté récompensée et la justice accomplie. Et je conclus avec cette phrase qui restera gravée dans mon esprit et dans le vôtre. La loyauté triomphe toujours, et ceux qui donnent avec le cœur récoltent toujours la justice et la reconnaissance qu'ils méritent.